Bonjour et bienvenue sur Festi TV. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Yves Marc. Bonjour Yves Marc. Bonjour. Donc Yves Marc, vous êtes comédien et metteur en scène dans le spectacle Ce corps qui parle. Vous jouez en ce moment à l'Espace Alia à 13h50 tous les jours, c'est ça? C'est ça. Alors, donc Ce corps qui parle, c'est une forme de spectacle assez originale que vous avez inauguré avec votre compagnie, le Théâtre du Mouvement. On peut l'appeler un spectacle-conférence en quelque sorte. C'est ça. Donc conférence parce que vous êtes seul sur scène, sans artifice. Vous proposez de nous parler de cette approche presque scientifique du théâtre par le corps, qui est le siège des émotions et des pensées. Spectacle, car avec justesse et humour, vous faites vivre sur scène ces attitudes humaines qui sont si révélatrices de nos états de pensée. Alors, le corps est comme un gant dont le doigt serait la pensée. Donc cette citation que vous utilisez dans votre spectacle, c'est celle d'Étienne Decroux, qui a été votre professeur à l'école du mime corporel et dramatique. Donc il résume un petit peu en fait votre approche. Il y a plusieurs années, vous vous êtes plongé avec d'autres membres de la compagnie dans la compréhension de l'organe si complexe qu'est le cerveau. Et le détour par la science vous a semblé nécessaire, mais c'est la théâtralité qui vous préoccupe. Et la question de départ, il me semble, ça a été « à quoi voit-on que l'on pense ?» Vous découvrez que le corps est le lieu de cette expression, et bien souvent à son insu. Il y a des mécanismes corporels qui traduisent des émotions, et même plus, qui peuvent les provoquer. Le corps a donc une mémoire. Pour le comédien, c'est une trouvaille de poids. Ça remet en cause toutes les approches que l'on connaissait déjà par le texte ou par la psychologie, comme l'acteur studio. Vous affirmez finalement que l'on peut parvenir à un état émotionnel par un travail sur le corps sans pour autant être véritablement ému. Ça veut dire qu'on peut arriver aux larmes sans véritablement être triste ou ce genre de choses. Donc par le regard, par la respiration ou par la posture par exemple. Et grâce à vos talents de comédien et de mime, vous vous faites donc le miroir de toutes ces nuances de la comédie humaine dans ce spectacle. Avec sensibilité et souplesse, vous faites vivre des souvenirs, vous esquissez des attitudes, vous animez même de simples objets. On en ressort tellement persuadé que l'on passe le reste de la journée à s'observer agir et à s'étonner que nos gestes soient si révélateurs. Et en fait, j'étais curieuse de savoir si finalement tout ce travail si profond que vous avez fait dans la recherche sur le corps a eu une incidence sur votre vie personnelle et si finalement vous avez réussi à avoir une conscience en fait constamment de vos gestes, de leur signification, enfin si finalement ça avait changé votre attitude. Ça c'est une grosse question. En fait, je pense que quand on est habitué à regarder le corps des gens, on peut très bien se mettre un peu en déclic observation ou en déclic pas observation. Moi, je ne me regarde pas vivre. C'est vrai qu'en même temps, voilà, par exemple, j'ai fait ça avec ma main. Tiens, je l'ai vu passer. Donc, si vous voulez, on ne se regarde pas vivre plus que ça. Par contre, il y a une habitude au regard des corps. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça a changé ma vie? J'aurais envie de dire ça la réjouit quelque part. Parce que de regarder les gens vivre, voilà, marcher, penser, c'est réjouissant. Parce que c'est un vrai plaisir, quoi. Vous avez dû tirer profit aussi un petit peu de ces techniques, sachant que... Oui, enfin, comme acteur, c'est sûr que ce sont des outils d'acteurs qui sont certains efficaces. Enfin, ils sont tous efficaces. C'est juste que certains prennent du temps et d'autres non. Plus la question des émotions, la question du corps central, du corps profond est mise en jeu, plus le temps est long. Plus on va passer sur des petites choses comme les micro-démangeaisons ou les micro-caresses, plus le temps est court. Vous voyez. Mais c'est sûr que par rapport à mon existence à moi, c'est comme si ça m'avait conduit à une espèce de concentration, de focalisation. Et c'est vrai que je regarde beaucoup plus les humains vivre, quoi. Et cet intérêt pour le corps, ça vous vient d'où? Parce que il me semble que vous avez été professeur de sport à la base. Du coup, comment ça se fait que vous soyez passé de professeur de sport à mime, puis comédien, puis... Alors, ça remonte loin dans mon histoire personnelle, hein, j'aurais envie de dire. Ma famille était très sportive, mon grand-père était sportif, ma mère était assez sportive, mais ma mère travaillait à la radio à Limoges. Et elle m'a fait rencontrer très vite des musiciens, des compositeurs, des chanteurs, des poètes. Et donc j'avais cette espèce de double chose au départ, qui était d'un côté le corps, de l'autre côté l'artistique. Et quand j'ai commencé mes études de professeur d'éducation physique à Paris,
je dirais que le mime, enfin, à l'époque, l'école que j'ai suivie, c'était avant d'aller chez Étienne de Cruz, c'était une école dite expression corporelle, de Pinochet et Mato. Cette question de l'expression corporelle était une manière pour moi de rejoindre et le corps et l'artistique, et le sport et l'artistique. Et du coup, voilà, c'est un corps artistique, mais quand même engagé, quoi. Ouais. Vous êtes assez remonté contre la vision du sport très compétitive, j'ai l'impression. Oui, je pense que ça me paraît être un scandale que l'éducation nationale se contente d'apprendre à lire, compter et voilà. On ne forme les gens que sur une dimension du cerveau gauche, pour revenir sur la neurologie, et qu'il y a toute une partie du cerveau droit qui est laissée de côté. Tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, de les émotions, tout ce qui est de l'ordre de la conscience du corps et comment on vit sur cette terre. On ne nous a pas appris ça. C'est vrai que je pense que ça devrait faire partie intégrante de l'éducation. Et c'est pour moi vraiment un scandale de l'éducation nationale. D'accord. Et du coup, les professeurs d'éducation physique ont très peu de marge pour rétablir la question. Ouais. Vraiment. Et vous avez parlé à un moment dans votre spectacle du paradoxe du comédien de Diderot. Alors, je ne l'ai pas lu en entier, mais je me rappelle qu'il affirmait qu'une trop grande sensibilité nuisait pour être un bon comédien, que finalement, ce n'étaient pas les gens les plus sensibles qui allaient s'avérer être les bons comédiens. Et du coup, est-ce que vous pensez que votre approche par le corps, vu que vous disiez quand même clairement que certains mécanismes du corps peuvent faire naître des émotions un petit peu finalement factices, du coup, est-ce que vous pensez que c'est ça l'avenir du théâtre? Est-ce qu'après l'approche du texte, après l'approche de l'acteur studio, finalement, on va en arriver à cette approche-là? Et comment est-ce que vous pourriez la combiner avec justement, si on prend un texte classique, comment est-ce que vous ferez un travail justement en mêlant les deux? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Et, la première, je n'aurais pas la prétention de dire que ça va être l'avenir du théâtre. Mais ce qu'il est assez clair dans l'histoire du théâtre, c'est que à certaines périodes de la vie du théâtre, dans l'histoire du théâtre, il y a des grands rénovateurs qui amènent le corps, qui ramènent le corps sur scène. Ça a été le cas à l'école du Vieux Colombier de Jacques Copeau, qui a eu d'ailleurs après dans les descendances de Crous et Jacques Lecoq d'une certaine manière, même si c'est par personne interposée. Ensuite, dans les rénovateurs, on a quand même eu des gens comme Grotowski, on a eu des gens comme Cantor, on a eu des gens comme même le Living Theatre ou des gens comme ça. Et puis après, il y a eu toute cette dimension de la transversalité, que ce soit au niveau de la danse, avec la danse expressionniste, Fina Bausch, ou maintenant le cirque. Si vous voulez, ces disciplines artistiques remettent le corps en scène quelque part. Ça, c'est un premier point. Donc, ce n'est pas un nouveau théâtre, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Déjà au XIXe siècle, il y avait aussi des apports corporels. Delsarte, c'est du XIXe siècle. Donc, ce n'est pas une nouveauté, c'est juste une tendance, c'est juste un point de vue, une approche. Disons que les gens comme Étienne de Cruz ou Jacques Lecoq, qui se sont posés la question du corps et du mouvement, ont renforcé, je dirais, ce regard un peu accru, un peu sensibilisé sur le corps. Ça, c'est la première question. La deuxième question attendez, votre deuxième question, c'était... Oui, c'était finalement par rapport... comment est-ce que vous combineriez ça, enfin, je veux dire, avec une approche sur le texte ou est-ce que c'est des sortes de recettes? On a un peu l'impression parfois que c'est des sortes de recettes qu'il faut appliquer ou c'est un langage, le travail corporel. Si vous voulez, dans les partitions corporelles, on va écrire des chorégraphies et puis on peut très bien les mettre en regard d'un texte. C'est un double texte. Vous avez un texte corporel et un texte verbal, littéraire. Je peux vous dire une anecdote qui est assez drôle, c'est que je suis professeur dans une école en Allemagne. Le directeur m'a chargé de diriger des monologues. J'adore ça, sauf que je ne parle pas allemand. D'accord, okay. Donc vous comprenez bien que ce que je vais proposer au niveau du corps et du mouvement, ça ne va pas être redondant du texte. Ça va être quelque chose qui va participer de l'énergie, de la dynamique, d'une manière de faire voir le corps autrement, une manière de faire entendre le mot autrement. Vous voyez, ça va être un véritable dialogue. C'est comme deux partitions croisées et on va faire une espèce de tissage, quoi, un tissage ou une cuisine, je ne sais pas, entre les deux. Mais c'est pas du tout l'un pour remplacer l'autre. Oui, c'est pas incompatible, quoi. C'est pas incompatible. On peut, en tout cas, de plus en plus dans des spectacles, on voit bien qu'il y a une double tendance, quoi, quand même. Oui. Du coup, pour parler un petit peu plus de ce que vous faites toute l'année, en fait, vous êtes co-directeur avec Claire Egan du Théâtre du Mouvement, qui est aussi un centre de formation qui organise des stages donc à Montreuil.
qui est en plein essor aussi. Et vous avez participé à l'ouverture d'un cycle d'art du mime et du geste à l'École supérieure d'art dramatique de Paris, donc à l'ESSAD. Du coup, je voulais vous poser justement une question sur comment est-ce que vous envisagez votre rôle dans tout le milieu de la formation théâtrale. Est-ce qu'il y a un message un peu militant ou est-ce que... En fait, ça remonte à quelques années, il y a 5 ans. Nous étions allés voir, Claire et moi, quelqu'un au ministère de la Culture en lui disant il y a des savoir-faire très spécifiques aux arts du mime, à l'art du mime, qui sont en voie de disparition. Il n'y a plus d'école publique, l'école de Marceau, qui était une école municipale, était fermée, il n'y avait jamais eu d'école d'État, d'école nationale. Et donc on les a saisis, on leur a dit ben, tiens. Et là, à partir de là, ils nous ont commencé à nous dire mais c'est intéressant, mais c'est quoi le mime, tout ça. Alors déjà, on a créé un groupe de travail, des compagnies, des acteurs, des directeurs de festivals, des gens du Centre national du théâtre qui nous ont beaucoup aidés à élaborer ça, et le ministère de la Culture. Donc déjà, on s'est mis d'accord sur un intitulé important qui était les arts du mime et du geste, et on quittait le mime. On avait déjà tellement souffert d'une image unique que les arts du mime et du geste pouvaient montrer, parler de la diversité. Et que ça avait aussi des couleurs contemporaines. Donc voilà, le travail s'est fait. Bon, comme je suis aussi professeur dans cette école à Paris, l'école supérieure d'art dramatique de la ville de Paris, qui est une école nationale, qui est dirigée par un mime, Jean-Claude Cotillard. On a beaucoup réfléchi et finalement, voilà, il va y avoir à partir d'octobre prochain une promotion qui va être uniquement dédiée aux arts du mime et du geste. Donc une promotion sur 3 dans cette école sera dédiée aux arts du mime et du geste. Et avec ce groupe de travail, d'ailleurs on avait été accueillis sur ce plateau même il y a 2 ans, qui s'appelle le GLAM, le groupe de liaison des arts du mime et du geste. On a aussi avancé sur d'autres points, c'est-à-dire par exemple la ville de Périgueux, avec le festival Mimos, va devenir Institut international des arts du mime et du geste. Un peu comme il y a Charleville pour la marionnette, on va avoir un espace, centre de ressources, de formation, de résidence, de création à Périgueux. Et là, nous sommes en train de créer un regroupement professionnel qui devrait voir le jour, je pense, au mois de novembre. Un regroupement de 40 à 50 compagnies qui se retrouvent sous un chapeau assez large des arts du mime et du geste. Donc voilà, mon implication a été totale. Je me suis, voilà, ça fait partie, je dirais, du travail des vieilles générations, des gens qui ont souffert un peu d'image unique du mime et qui ont envie de donner aux jeunes générations des vraies possibilités de création, de production, de transmission, en reprenant les savoir-faire de nos grands anciens et ouverts, et surtout ouverts sur la créativité contemporaine. D'accord. Je vous remercie beaucoup Yves-Marc. Merci beaucoup. Et donc je conseille beaucoup cette pièce, Ce corps qui parle, à nos téléspectateurs. Je vous engage aussi à voir nos autres vidéos sur le site festi.tv et à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. À bientôt. Attention, attention, tout le monde à l'écoute.